La caméra met à nu la souffrance des corps et la misère des vaincus. La victoire n'en est que plus grandiose. À l'heure où l'image de l'exploit pénètre dans des milliards de foyers, c'est à la terre entière que le héros adresse son salut. Les dieux du stade sont devenus les dieux du monde. Mis sur le marché il y a 20 ans, on ne passerait peut-être pas la barre aujourd'hui, des fortifiants, des laxatifs qui sont très mauvais pour l'intestin, des trucs comme ça. Les vénotoniques. Les vénotoniques aussi, je pense qu'aujourd'hui ils ne passeraient pas. En tout cas, au sommet du hit parade, des polémiques depuis plusieurs mois. Le Vioxx, un anti-inflammatoire qui promettait de soulager tous ceux qui ont des douleurs rhumatismales sans pour autant s'attaquer à leur estomac. Comment est-on passé du triomphe au scandale? Une enquête de Ségolène Hanoteau. 10 années d'essais cliniques, 2 ans de plus pour la mise sur le marché et seulement 5 petites années de commercialisation. Le 30 septembre dernier, l'aventure d'une jolie molécule qui promettait la Lune a tourné court. Quand on voit en Amérique que le nombre d'infarctus et de morts subites se mesure en dizaines de mille à cause du Vioxx,
qui ne serait pas arrivé si on était resté aux anciens médicaments, on peut appeler ça un grand scandale, oui. Scandale, cet alarmisme sans doute excessif succède à un engouement sans précédent. Car le Vioxx, c'est avant tout l'histoire d'une nouvelle génération de médicaments, les Coxib. Les Coxib sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, mais des AINS qui, pour la première fois, promettent de ne pas abîmer l'estomac. Le Vioxx débarque en France en 2000. Il est indiqué dans le soulagement des poussées d'arthrose, un marché juteux. 100 millions de dollars sont dépensés par le laboratoire Merck pour sa promotion. Les prescripteurs sont soumis à une pression des visiteurs médicaux. C'est vrai qu'un médecin généraliste, prescripteur quand même d'anti-inflammatoires, est très sensible à la tolérance des médicaments. Donc même si la tolérance n'est pas aussi excellente qu'on voulait bien nous le dire, le fait de pouvoir se rassurer en disant que ce produit-là serait quand même mieux toléré, ça fait un peu infléchir les prescriptions, c'est sûr. En France, en l'espace de 4 ans, 500 000 patients en prendront régulièrement. Ils seront 40 millions dans le monde. Le Vioxx rapporte 2,5 milliards de dollars à Merck chaque année. Et pourtant, le 30 septembre 2004, c'est le laboratoire lui-même qui décide du retrait. Nous avons appliqué un principe d'ultra-précaution. C'est notre façon de travailler, c'est notre éthique, nous sommes complètement transparents. Un laboratoire qui décide lui-même du retrait de son médicament vedette en invoquant le principe de précaution, cela a de quoi surprendre et jeter le doute sur la capacité de nos autorités de santé à surveiller les risques médicamenteux. D'autant qu'à l'été 2000, les études pointaient déjà la moindre efficacité du Vioxx et l'augmentation du risque d'infarctus par rapport aux autres anti-inflammatoires. Alors, qu'ont fait les autorités de tutelle? Celles qui autorisent, celles qui jugent et celles qui surveillent le médicament. Cet homme n'est pas un rat de bibliothèque. Il est le directeur de l'évaluation des médicaments à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son boulot, c'est de dépioter tous ces dossiers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, sur ces étagères, vous voyez la partie documentation clinique pour une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et il ne s'agit que de la partie documentation clinique. Monsieur Trouvin est bien sûr aidé dans son travail par des centaines d'experts, car les sous-sols de la FSAPS regorgent de dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen. Plus de 600 sont examinés chaque année. Des tonnes de données fournies par les laboratoires pour chaque molécule. Monsieur Trouvin doit sans cesse vérifier que le rapport bénéfice-risque est toujours en faveur du patient. Et rien dans l'affaire Vioxx ne lui aurait échappé, sauf son retrait. Nous étions en discussion avec la firme pharmaceutique et avec les autres firmes pharmaceutiques pour... Le 19e siècle a été l'âge d'or de la littérature et il a son monument, Léon Tolstoï. Au soir de sa vie, l'auteur de Guerre et paix et d'Anna Karénine mène une vie monacale dans son domaine de Yasnaya Poliana, au sud de Moscou, parmi ces paysans qu'il a été le premier à affranchir. Il s'habille comme eux et travaille avec eux. L'éternel rebelle excommunié par l'Église orthodoxe tente d'échapper à la gloire comme à la sollicitude des siens. Il trouve la mort au cours d'une fugue en octobre 1910. Ses funérailles sont celles d'un siècle prestigieux. C'est à Léon Tolstoï qu'avait été décerné en 1901 le prix Nobel de littérature, le premier de l'histoire. L'écrivain entre ainsi dans le nouveau siècle qui va bouleverser les préoccupations de l'esprit et l'art d'écrire. La tombe solitaire de Yasnaya Poliana est le point de départ d'une prodigieuse lignée.
Dès le 19e siècle, des précurseurs ont exploré les thèmes qui seront ceux du 20e. Dans De la Terre à la Lune, Jules Verne anticipe ce qui se produira dans la réalité 100 ans plus tard. Grâce au cinéma tout jeune, l'époque moderne, adultes et enfants confondus, redécouvre avec ravissement Voyages extraordinaires et 20 000 lieues sous les mers. Le terme de science-fiction n'apparaîtra qu'en 1926, mais l'imagination mise au service de la connaissance permet de devancer bien des découvertes. Plusieurs années avant Freud, le Britannique Stevenson explore avec Dr Jekyll et Mr Hyde un autre domaine prometteur, le fantastique psychologique et le dédoublement de la personnalité. Cette œuvre annonce le roman noir anglo-saxon, un genre majeur du XXe siècle. Les luttes sociales sont un autre grand thème. Les enfants de la première révolution industrielle sont promis à l'oppression du capitalisme et les mineurs sont les esclaves des temps modernes. Un journaliste se saisit du sujet. Pour lui, l'injustice d'aujourd'hui annonce le combat pour la solidarité ouvrière. Elle porte en germe le monde plus juste de demain, d'où le nom de Germinal qu'Émile Zola donne à son livre. Une vaste fresque de drame et de boue, de douleur et de révolte. Émile Zola se place au cœur de l'affaire Dreyfus par son célèbre manifeste. Son rôle est décisif pour la libération du capitaine injustement condamné. Les funérailles nationales que Paris organise à la mort d'Émile Zola n'honorent pas seulement le père de l'école naturaliste. Elles consacrent un personnage nouveau qui fait son apparition à cette époque, l'intellectuel, témoin actif de son temps et éclaireur des mutations sociales. Pendant ce temps, le théâtre, lieu magique où la littérature se fait spectacle, n'a guère évolué. L'heure est encore au théâtre dit de boulevard, aux infidélités conjugales et aux scènes de ménage dans le milieu bourgeois de la Belle Époque. À défaut d'idées neuves, on se rabat sur le répertoire classique. Hamlet de Shakespeare reste une valeur sûre, même lorsque le célèbre héros est joué par une femme, la grande Sarah Bernhardt, dans une mise en scène outrancière. En dehors du patrimoine universel, le théâtre du début du siècle ne pose pas de questions fondamentales. Les grandes mutations sont à venir. De l'autre côté de la Manche, pourtant, l'humour anglais permet de traiter sur le ton de la parodie les galanteries de cour et les pruderies de l'ère victorienne. À cette même époque, un critique passe de l'autre côté de la rampe. Touche à tout de génie, aux multiples talents et aux idées dérangeantes, un pied dans chaque siècle, il va renouveler le genre et bousculer tous les conformismes. The one thing I never wanted to be was to be a writer. And the reason was that I was a born writer. The thing was as natural to me as the taste of water in my mouth. It has no taste because it's always there. George Bernard Shaw est né en 1856 à Dublin, dans une Irlande encore britannique. Sa famille est protestante, bourgeoise mais sans fortune, et ne tarde pas à s'installer à Londres. La mère, professeure de musique, joue un rôle important dans la formation du jeune homme qui travaille à 15 ans comme employé de banque. Séduit par les idées en vogue dans les milieux intellectuels, il édite sa propre revue. Il est en même temps critique musicale et dramatique, bientôt auteur.
Les thèmes classiques, comme César et Cléopâtre, prennent sous sa plume une vigueur nouvelle et deviennent un instrument de critique sociale. Avec Homme et Surhomme, Georges Bernard Shaw inaugure un nouveau genre qui va dominer le siècle, le théâtre d'idées. Il transpose à l'époque moderne, dans des dialogues étincelants, le thème éternel du déracinement social. She's so deliciously low, so horribly dirty. Oh, I ain't dirty. I washed my face and hands before I come, I did. I shall make a duchess of this draggle-tailed gutter snipe. Oh! I dare say my mother could find some chap or other who'd do very well. We were above that in Covent Garden. What do you mean? I sold flowers. I didn't sell myself. Now you've made a lady of me, I'm not fit to sell anything else. Même devant son buste, Georges Bernard Shaw ne se prend pas au sérieux. Il sait que la vie est un spectacle et que tout homme prend des pauses, à commencer par lui-même. I could show you all sorts of tricks that I can play. For instance, if I want to appear to you as the profoundly reflective critic, well, look at this. You get a view of my forehead. My beard is not so conspicuous. You would almost, if you had to vote for a man, and you wanted to vote for a profoundly reflective man, you would vote for me. But would you vote for that? L'éternel jeune homme parcourt le monde pendant de longues années encore, répandant ses répliques fulgurantes et son humour corrosif. Son œuvre lui vaut le prix Nobel en 1925, mais il hésitera un an avant de l'accepter. Il n'est plus militant socialiste, mais il vit les tourments de son époque de la même manière, lucide et provocatrice. C'est toujours avec dérision qu'il fête son 88e anniversaire en 1944 dans la campagne anglaise où l'attend un étrange cadeau. And the first compliment I received was a bomb from Adolf Hitler, which broke my bedroom window. I hope by my next birthday, I shall receive something more cheerful than this excitement. L'inoubliable auteur de Sainte-Jeanne et de L'argent n'a pas d'odeur écrit jusqu'à la fin. Il publie sa dernière œuvre à 93 ans et se survivra à lui-même avec Le cher menteur, une pièce mise en scène après sa mort sur la base de sa longue correspondance avec une de ses interprètes. Avant de tirer sa révérence en 1950, le vieil homme a préparé son discours d'adieu. And the way to have a happy life is to be too busy doing what you like all the time, having no time left to you to consider whether you're happy or not. And oh, look here, I'm getting talking. I must stop. Well, it's very pleasant to have seen you all here, and to think that you are my audience and all that, because I'm a born actor myself. I like an audience. I'm like a child in that respect. Well, goodbye, 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 goodbye all of you. La côte normande, avec ses jeux de plage à l'ombre des jeunes filles en fleurs, est l'un des lieux où Marcel Proust part à la recherche du temps perdu. L'auteur de ce sommet de la littérature explore le monde mystérieux de la mémoire et toute la gamme des sentiments humains. Cet observateur passionné des hommes et des mœurs est aussi un peintre impitoyable de la bourgeoisie, de ses salons et de ses potins. À la même époque, Colette est la figure emblématique de la femme opprimée puis libérée. L'auteur des Claudines aborde avec audace toutes les facettes de l'amour féminin. Grâce à elle, il y aura plus de femmes écrivains au XXe siècle que durant tous les siècles précédents.
Mais les hommes dominent encore avec André Gide, grand maître de la langue française. L'auteur des Nourritures terrestres s'est libéré de tous les tabous et dénonce toutes les hypocrisies. Son ami Paul Valéry, l'inoubliable poète symboliste du cimetière marin, est aussi l'auteur d'essais lumineux sur les civilisations, les arts et les sciences. La poésie connaît sa révolution avec Guillaume Apollinaire, l'homme de toutes les avant-gardes, ami des cubistes et théoricien de l'art total. Ses calligrammes, publiés en 1918 sans aucune ponctuation, marient la poésie et le dessin. En 1916, l'année même où il écrit Le poète assassiné, Guillaume Apollinaire est grièvement blessé par un obus allemand. Mort en 1918, 2 jours seulement avant l'armistice, il ne connaîtra pas la liesse qui salue la fin du premier grand massacre du siècle, une liesse au goût amer qui annonce d'autres bouleversements. C'est d'abord la révolution russe. Sur scène comme dans la rue, le personnage principal est le peuple, et la propagande mobilise tous les talents contre les armées blanches. La Révolution a ses poètes. Vladimir Maïakovski est à la fois militant bolchevique et la figure de proue du futurisme russe. Il rejette les valeurs du passé et se met en scène dans des poses provocantes. Le réalisme socialiste va bientôt mettre de l'ordre dans tout cela, et Maïakovski ne peut supporter la chape de plomb stalinienne. Il se suicidera en 1930. Bien que tout le contraire d'un communiste, Mikhail Bulgakov est toléré pour un temps par le système qui le laisse produire quelques spectacles. Mais il meurt en 1940 sans avoir vu publier son chef-d'œuvre, Le Maître et Marguerite, qui fera de lui l'écrivain le plus populaire de la Russie post-communiste. Grand maître de l'humour triste, Bulgakov exprime le déchirement de l'homme partagé entre sa quête de bonheur et l'hostilité d'un monde oppressant. Non loin de lui, au cœur de l'Europe, un immense écrivain anticipe l'avenir bien au-delà des totalitarismes montants. Nul mieux que lui n'exprimera l'angoisse fondamentale de l'homme devant l'existence et la modernité. Au cœur du vieux continent, Prague est l'un des principaux carrefours de l'Europe centrale et de sa civilisation. L'ancienne résidence des ducs de Bohême domine la Vltava du haut de ses collines dans un foisonnement de constructions baroques et gothiques, de clochers tourmentés et de ruelles mystérieuses. Une ville somptueuse et mélancolique, à l'image de l'empire figé et vieillissant qu'est celui des Habsbourg en ce début de siècle. C'est dans ce cadre que naît Franz Kafka en 1883. Ses parents sont des commerçants juifs venus de la Bohême rurale, très soucieux de s'intégrer à la bonne société. Surtout le père, Hermann, qui écrase son fils de son autorité et de ses certitudes. Le jeune Franz avouera plus tard avoir éprouvé le besoin d'écrire dès l'âge de 14 ans par désespoir. 20 ans plus tard, il dira sa haine dans une lettre au père de 100 pages, jamais envoyée. Car la tempête couve derrière la vie bien rangée et la soumission apparente. Déjà culpabilisé par son père, Franz Kafka découvre qu'il est irrémédiablement minoritaire. En tant que juif, vivant en terre chrétienne et germanophone, implanté au cœur du pays tchèque, il se sent rejeté par la société. À 25 ans, après ses études de droit, il est petit fonctionnaire dans un bureau d'assurance. Ce sera le seul emploi de sa courte vie. À l'échec professionnel s'ajoute une lutte inégale contre la tuberculose qui l'étouffe lentement. La vie de Kafka ressemble à un combat perdu d'avance. Alors, dans sa chambre obscure, il écrit
Des récits, des nouvelles, un journal intime, des lettres. Mais pour lui, ce sont encore des tentatives manquées. La littérature est sa nostalgie, mais il y voit tout au plus, écrit-il à son ami Félix, quelques lueurs dans une confusion infinie. En fait, rien ne peut dissiper le désespoir d'une solitude absolue. Kafka aime flâner dans Prague, où il puise les thèmes de ses œuvres, mais la plupart restent dans ses tiroirs, car il a décidé tout ce qui sera découvert après ma mort devra être aussitôt brûlé, de préférence sans être lu. C'est grâce à son ami Max Brod que l'on découvrira plus tard ses manuscrits et aussi des dessins inspirés du même thème, celui de l'homme en cage, condamné à une lutte sans issue. America est l'un de ses chefs-d'œuvre. Un jeune homme qui vient travailler aux États-Unis se trouve pris dans l'engrenage infernal d'une mécanique implacable qui défie le temps, l'âme et la raison. L'impression de cauchemar est renforcée par le style, aussi limpide et clair que le sujet du récit est sombre et inextricable. Une situation invraisemblable et illogique, décrite avec une précision clinique et poussée jusqu'à ses ultimes conséquences. Telle est la méthode de Kafka, magistralement mise en œuvre dans son livre majeur, Le Procès. Joseph K comme Kafka, est mis en accusation. Il ne sait pas pourquoi et se débat dans les dédales d'un appareil judiciaire anonyme. Tout comme l'autre Joseph K, le héros du château, il ne parviendra jamais au but. « 20 ans avant les grands procès de Moscou, Kafka démonte avec une précision glaciale les rouages du totalitarisme. Il avait anticipé dans une œuvre antérieure les camps d'extermination nazis où périront ses 3 sœurs, ainsi que Milena, son dernier amour. L'écrivain va de sanatorium en sanatorium jusqu'à sa mort en 1924, à 40 ans. Milena avait dit de lui, il voyait le monde si clairement qu'il n'a pu le supporter. C'est pour cela qu'il nous est si proche. Le siècle sera encore plus tragique que ne l'a imaginé Kafka. La Chine des années 20 se déchire entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes. La répression sera terrible. Un jeune aventurier français, écrivain et archéologue assiste à ces drames. André Malraux va en tirer plusieurs livres, dont La condition humaine, qui lui vaut le prix Goncourt en 1933. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Ces images, les ayant rencontrées dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. À Moscou, le congrès des écrivains soviétiques rassemble l'élite mondiale des intellectuels engagés. Malraux a répondu à l'appel avec bien d'autres compagnons de route. Tous sont réunis autour de Maxime Gorky et de Romain Rolland, le pacifiste enflammé de la Première Guerre mondiale. Les funérailles de Gorky en 1936 sont un grandiose hommage à l'auteur des Bas-fonds. Tout le monde est là, jusqu'au grand André Gide, qui va faire scandale en publiant à son retour à Paris un réquisitoire accablant contre la patrie du socialisme. Il est mis à l'index de la littérature progressiste. En Allemagne, les livres sont les premières cibles des nazis, à peine installés au pouvoir. Heine, Zweig, Remarque, Brecht et bien d'autres sont les victimes de ces autodafés, les premiers depuis l'Inquisition. Goebbels est plus doucereux dans ses manières, mais seulement avec les écrivains qui servent son ordre nouveau. Certains autres, dont Thomas Mann, prennent le chemin de l'exil.
L'affrontement des cultures se poursuit avec la guerre d'Espagne. Les brigades internationales viennent au secours de la République assiégée par les franquistes et les écrivains sont nombreux à s'enrôler. Un grand témoin venu d'Amérique, Ernest Hemingway, en tire la trame de « Pour qui sonne le glas ». L'heure est à la littérature engagée, mais pas pour tous et pas toujours dans le même sens. Louis-Ferdinand Céline s'est fourvoyé dans l'antisémitisme, mais il reste avec son Voyage au bout de la nuit l'une des plus belles plumes du siècle. Sur la fin de sa vie, il ramène la littérature à 2 ou 3 choses simples et essentielles. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ça ne m'intéresse que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein la rue, n'est-ce pas? J'en vois partout des histoires. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas? Et 1000 histoires. Il y a une clinique, je vais toujours... Vous parlez du style, est-ce qu'il n'y a pas chez l'écrivain un tempérament? C'est rare, un style, monsieur. Un style, il y en a 1, 2, 3 par génération. Un style, précisément, va jaillir de cette génération marquée par l'horreur. Celui d'un homme hors du commun, journaliste, romancier, dramaturge et philosophe, qui concilie le doute et l'engagement, le pessimisme et la morale. Il est l'un des plus jeunes prix Nobel du siècle. Une enfance à mi-distance de la misère et du soleil. C'est ainsi qu'Albert Camus définit ses premières années à Bellecour, le quartier populaire d'Alger où il est né. Le petit garçon doit toute son éducation à l'école laïque. Son père est mort à la bataille de la Marne alors qu'il n'avait pas 1 an et il ne peut attendre beaucoup d'une mère adorée mais à demi sourde et illettrée. Le jeune homme mûrit au contact des paysages méditerranéens et de la civilisation gréco-romaine. Il y suétonne, fonde une troupe de théâtre et commence à écrire un de ses premiers succès, Caligula, à 24 ans. Transposition à Oran du fléau de la guerre qui vient de s'achever en Europe, La Peste est un roman empreint d'humanisme sans illusion, un hymne à la fraternité humaine. Auparavant, Albert Camus a produit un autre chef-d'œuvre, L'étranger. Le héros, Meursault, vient de perdre sa mère. Il erre dans la ville, commet un crime et passe en jugement, mais sans comprendre ce qui lui arrive, car il est étranger au monde qui l'entoure. Et ce monde le condamne moins pour son acte que pour son insensibilité apparente. En fait, Meursault n'est pas indifférent, il est différent, incapable de communiquer, et il ne finit par trouver son identité que dans la haine que lui portent les autres. Pour Camus, l'existentialiste, c'est le monde qui n'a pas de sens. L'homme, lui, en a toujours un. Albert Camus s'engage dans la résistance. Il écrit dans le journal clandestin Combat, qu'il dirigera pendant 2 ans après la libération. Mais il ne rejoint pas pour autant les cercles parisiens de la rive gauche. Comme il l'a dit dans L'homme révolté, il ne croit pas aux idéologies ni au lendemain qui chante. Et il n'a pas besoin d'aller au peuple, puisqu'il en vient. Et puis la guerre qui ravage son Algérie natale le place devant un choix impossible entre ce qu'il appelle la justice et sa mère. Alors il cherche un refuge et il le trouve. Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Je préfère la société des gens de théâtre, vertueux ou pas, à celle des intellectuels, mes frères. Et pas seulement parce qu'il est connu que les intellectuels
qui sont rarement aimables, arrivent difficilement à s'aimer entre eux. Non. Mais voilà, dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Cela m'enlève du naturel, bien sûr, et privé de naturel, je m'ennuie moi-même. Parmi les gens de théâtre, au contraire, je suis naturel. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de l'être ou de ne pas l'être, et je ne partage avec mes collaborateurs que les ennuis ou les joies d'une action commune. Le théâtre est ainsi pour moi un couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ses murs, et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, une communauté de moines travailleurs voués à un seul but, tournés vers une seule méditation, prépare inlassablement l'office qui sera célébré pour la première fois. Recevoir et donner, n'est-ce pas après tout le bonheur, la vie innocente dont je parlais au commencement? Mais oui, c'est la vie elle-même, forte, libre, dont nous avons tous besoin. Allons donc nous occuper du prochain spectacle. Le 4 janvier 1960, Albert Camus rentre à Paris où il est invité à prendre la direction d'un grand théâtre. L'auteur du mythe de Sisyphe n'est pas au volant et d'ailleurs il n'y aura aucune faute de conduite. Sur une route droite et sans obstacle, c'est soudain l'embardé, le choc et la mort. Une mort aussi absurde que celle de l'étranger. Les livres, ce sont également des millions de lecteurs et des héros de légende. Le commissaire Maigret est aussi connu dans le monde que son créateur, Georges Simenon, auteur de plus de 1000 romans et nouvelles tirés à 500 millions d'exemplaires dans 50 langues. L'ancien journaliste belge est aussi le père du roman d'atmosphère, le psychologue subtil qui fouille à petites touches les milieux et les cœurs. Les grands tirages ont aussi leur reine, Agatha Christie, virtuose des intrigues impossibles, dénouées par Hercule Poirot et Miss Marple. Now you saw that, didn't you? Do you think anyone will believe us? Outre-Atlantique, le roman noir devient dans les années 30 un genre à part entière, avec de grands noms comme Dashiell Hammett. Come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese falcon. 600 years, the falcon has carried the mystery of a fabulous wealth under its grotesque wings. I could tell you 1,000 tales of the men and women who have hunted this evil bird. But every story has the same ending. Murder. We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. That may be, but I've got the falcon. You may have the falcon, but we certainly have you. Can I help you, sir? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track, like the Maltese falcon. Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make. You mind if I look at it? Le cinéma d'Hollywood s'empare avec bonheur de tous les chefs-d'œuvre de la littérature américaine dont il fait des films cultes. L'un de ses auteurs favoris est Tennessee Williams, peintre fascinant de la sensualité et des passions sur fond de névrose. Dès sa sortie en 1947, son tramway nommé Désir est porté à l'écran par Elia Kazan avec Marlon Brando. Who do you think you are, Pat Queens? Just remember what Huey Long said, that every man's a king, and I'm the king around here. And don't you forget it. Tennessee Williams met à nu les désordres du cœur et de l'âme chez des personnages tourmentés jusqu'à la folie et à la mort. Né au bord du Mississippi, il est un enfant du sud des États-Unis, le pays des vaincus de la guerre de sécession.
William Faulkner connaît lui aussi tous les recoins de cette terre d'injustice et de contraste. Dans Le bruit et la fureur, et Tandis que j'agonise, il décrit sans complaisance la déchéance morale du Sud profond, blanc et noir confondus. Mais c'est plus à l'ouest, dans un autre bouillonnement de violence, que se déploie l'aventure américaine. Le drame californien a son grand témoin, qui est aussi la conscience de l'Amérique. Il est des êtres pour qui tout commence et tout finit en un même lieu. I'm John Steinbeck. I was born on this coast. I was raised on it. We've been here a long time. My mother taught school on the coast. I've always thought of this place as a breeder of stories. Some of them probably I made up. Some I may have got through my skin, and some I heard. I remember one, though, about the Torres family. La vallée de la Salinas n'a pas de secret pour John Steinbeck enfant, qui en parcourt toutes les collines, en connaît tous les troupeaux et leurs gardiens. Sa famille est ruinée et il tâte de tous les métiers après des études manquées. Mais c'est surtout la littérature qui passionne le jeune homme affamé de légendes et de merveilleux. Réfugié dans le grenier de la maison familiale, il dévore les aventures du roi Arthur, de Lancelot du Lac et des chevaliers de la Table Ronde. Steinbeck ira même jusqu'à séjourner plusieurs mois en Angleterre, sur les lieux de la grande épopée, au pays des Celtes et des Druides. À la fin des années 20, il s'isole au bord d'un lac de la Sierra Nevada pour écrire son premier roman, La Coupe d'Or, un conte fantastique où l'on retrouve l'enchanteur Merlin. Ce site grandiose inspirera plus tard un hymne vibrant à la nature, sous le titre « Aux dieux inconnus ». Mais pour lui, les plus beaux paysages ne sont rien sans l'homme. Les hommes, ce sont ceux qui souffrent, les travailleurs des champs dont la misère le révolte, les pêcheurs et le monde interlope de Monterey que John Steinbeck décrit dans La rue de la Sardine. Un autre livre, En un combat douteux, lui vaut d'être taxé de rouge et espionné par le FBI. Il est éreinté par la critique et rejeté par la société jusque dans sa Californie natale. Il connaît enfin le succès avec une peinture tendre et poétique des marginaux de Tortilla Flat. Tell us more about the vision. When you promised the candlestick, did you really see St. Francis? I think I remember. St. Francis, he looked at me and smiled like a good saint. And he said, "Be good to little dogs, you dirty man." Did he call you that? Well, I was. Au début des années 30, une terrible sécheresse s'abat sur le Middle West. La boule de poussière, comme on l'appelle, dévaste les campagnes au moment même où la Grande Dépression ruine le pays. Des milliers de familles prennent le chemin de l'exode, croyant trouver dans la lointaine Californie une terre plus accueillante. C'est une nouvelle ruée, non plus vers l'or, mais vers moins de misère. Hélas, il n'y a plus de terre promise et les rêves californiens se brisent sur la réalité. Les migrants venus de l'Est sont réduits à une vie de forçat et partent à la dérive après avoir perdu ce qui était leur unique raison d'être. En observateur minutieux, John Steinbeck reconstitue ce drame dans Les raisins de la colère, le chef-d'œuvre qui secoue l'Amérique. Sweeping across the country comes one of the great literary achievements of our time. A human, revealing, soul-stirring story that instantly becomes the most discussed novel of modern literature. The Grapes of Wrath, Tom Joad. Le jeune Henry Fonda incarne à l'écran le personnage inoubliable de Tom Joad, l'ouvrier rebelle. C'est encore dans les rudes paysages de la vallée de la Salinas que Steinbeck transpose le thème de Caïn et Abel avec l'affrontement de deux familles dans la Californie du 19e siècle. Un combat biblique entre le bien et le mal. Le film d'Elia Kazan confirmera une vedette mondiale, James Dean.
shot my father? Because he tried to hold me. He tried to tie me down. Nobody holds me. Glad Your son, Aaron. He's everything that's good. Say hello to your mother, Aaron. Say hello to your mother! C'est sa dernière grande œuvre. John Steinbeck reçoit le prix Nobel en 1962, mais il fuit la gloire et les honneurs, jusqu'à sa mort 6 ans plus tard. Ses cendres seront dispersées dans l'océan, près des rives de son enfance. Le théâtre a enfin accompli sa révolution. Luigi Pirandello mène une réflexion sur l'art dramatique, miroir de la vie. Les acteurs de ce théâtre dans le théâtre partent à la recherche d'une identité insaisissable. Pour l'auteur et metteur en scène sicilien, il n'y a pas de vérité absolue. La réalité dépend des points de vue contradictoires et changeants des individus. En France, le surréalisme influence le nouveau théâtre. Après Alfred Jarry, Antonin Artaud tourne en dérision toutes les institutions, notamment l'Église et ses cérémonies. Ce théoricien, qui est aussi comédien, met en scène ce qu'il nomme le théâtre de la cruauté. Il appelle à libérer les instincts pour retrouver l'essentiel, la vie au-delà de la culture. La dramaturgie espagnole est dominée à partir des années 30 par le poète Federico García Lorca, qui révèle les instincts refoulés d'une société rigide. Yerma est une partie d'une grande trilogie écrite dans les années troubles qui précèdent la guerre civile espagnole. Federico García Lorca sera fusillé par les franquistes en 1936. Bertolt Brecht utilise dans Mère Courage la musique de Kurt Weill et toutes les ressources de la mise en scène pour créer ce qu'il appelle la distanciation entre le personnage et l'acteur, entre le spectacle et le public. Pour le père du Berliner Ensemble, cette distance est indispensable à un théâtre qu'il veut épique, marxiste et engagé dans les contradictions de l'histoire. Quand il écrit pour la scène, Jean-Paul Sartre pose les questions fondamentales des rapports de l'homme et de la morale dans un monde qui a perdu toute notion du bien et du mal. Le héros, Goetz, décide de faire tour à tour l'un et l'autre, uniquement pour affirmer sa liberté. Il est incarné par François Perrier. Va brûler vent, va saccager, va égorger. Tu perds ton temps et ta peine. Un de ces jours, tu te retrouveras au purgatoire, comme tout le monde. Donc, tout le monde fait le mal. Tout le monde! Et personne n'a jamais fait le bien. Personne! Parfait. Moi, je te parie de le faire. De faire quoi? Le bien? Tiens-tu le pari? Oh non, Bouffon, je ne parie rien du tout. Tu as tort. Tu m'apprends que le bien est impossible, je parie donc de faire le bien. C'est encore le meilleur moyen d'être seul. J'étais criminel, je me change, je retourne ma veste et je parie d'être un saint. Écoute. L'angoisse face à l'existence culmine dans le théâtre de l'absurde de Samuel Beckett. Deux personnages tristement comiques en attendent un troisième qui ne viendra jamais. Tu m'as fait peur. Bien cru que c'était lui. Qui? Godot. Oh, le vent dans les roseaux. J'aurais juré d'écrire. Et pourquoi crierait-il? Après son cheval. Parlons-nous-en. Où? Ce soir, on couchera peut-être chez lui. Au chaud. Au sec. Le ventre plein. Sur la paille. Ça vaut la peine qu'on attende, non? La recherche se poursuit dans les années 60 avec le Living Theater.
C'est par leur corps et leurs cris que les personnages expriment leur révolte et leur frustration. La distinction entre comédien et public s'efface et le spectacle devient happening, laissant une large place à l'improvisation. Le théâtre nouveau, instinctif et non écrit, cherche son inspiration loin de l'Europe, auprès des civilisations orales des continents oubliés. L'Afrique avait déjà inspiré la musique avec le jazz et les arts plastiques avec l'art nègre, mais sa littérature était restée très en marge du courant universel. Ce n'est que vers la fin du siècle, grâce à l'un de ses fils, que le continent noir entre en scène. I have a dream. Je fais un rêve. Un jour, le principal souci de l'homme sera de nourrir son esprit. Les temps des grands et petits profits, des petits et des grands égoïsmes seront révolus. Il ne nous restera plus à assouvir que notre faim de compréhension et de culture. Je rêve, mais il faudra bien qu'un jour cela soit. L'homme a vécu dans des cavernes, des huttes, des villages, des pays, des nations, et aujourd'hui, nous prenons conscience d'habiter une planète. Chaque homme est devenu le proche voisin de chaque homme. L'humanité est une affaire de bon voisinage. Il nous reste à élargir notre champ de conscience à l'échelle de la planète. Wole Soyinka a assumé ce message de tolérance et de paix jusqu'au sacrifice. Le grand écrivain noir a été emprisonné pendant 2 ans, puis contraint à l'exil pour avoir dénoncé la dictature dans son pays. Ce pays, c'est le Nigeria, plus précisément le pays Yoruba à l'ouest, où il est né en 1934 et qu'il décrit dans son autobiographie « Ake, les années d'enfance ». I was born here, brought up in Ake. Ake is almost, well, not quite on the other side. From here, it's about halfway through the town of Abeokuta. That's where I was raised. Well, it's where it all began. And that is all. So you had times table ringing here, you have Bible recitation ringing over there, you have maybe some hygienic class over there, and then you have the usual squalling and fighting among children, all of it, everything together. And somehow things did get learned. Élevé au contact de 2 mondes, Soyinka rejette le repli sur la seule tradition africaine, tout comme le modernisme à l'occidental. Il exalte au contraire le brassage des cultures, tout en dénonçant l'absurdité de ce qui lui a été enseigné sous la domination coloniale. I didn't realize what colonialism was when I was that young. All I knew was that we dressed up in our little starched shorts and shirts and marched on Empire Day, and unknowing to ourselves, we sang very proudly, not knowing that we were laughing at ourselves. We sang the praises of Queen Victoria and how she was the great liberator of black people. Oh, what a disgrace. Comment l'Africain peut-il devenir écrivain si sa propre langue n'est pas écrite? Soyinka n'a pas d'autre solution que de se couler dans celle du colonisateur pour le plus grand bien des 2 langues. Languages like the Yoruba, for instance, which is a very rich, very metaphorical, densely metaphorical language, the prose, the English prose, when it is used, because it reflects very much Yoruba prose, tends to be very, very poetic. I find that directing a play is really like sculpting in space, mobile sculpture, sculpting with human beings. Le romancier, poète et essayiste est aussi dramaturge et metteur en scène. Il a fondé plusieurs troupes et enseigné l'art dramatique dans de nombreuses universités. Son œuvre se nourrit des célébrations traditionnelles des esprits de la forêt et du dieu Ogun, protecteur des poètes. Il fait revivre les légendes et les mythes de la culture Yoruba, l'une des plus riches d'Afrique.
L'hommage aux sages du village est aussi partie de son monde. Pour lui, les anciens sont la mémoire vivante d'un continent dominé par la tradition orale. Comme l'a dit un écrivain africain, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En 1986, l'Auguste Académie royale de Suède accueille cet homme venu d'ailleurs, premier écrivain d'Afrique noire à recevoir le prix Nobel de littérature. Wole Soyinka, l'ancien écolier d'Aké, devenu le défenseur de ses frères, était déjà l'âme et la conscience du continent oublié. Il lui donne désormais sa place dans le grand concert de la culture mondiale. La fin du siècle pose de nouvelles questions sur la lettre et l'esprit. Déjà, le clavier de la machine à écrire avait remplacé la plume, mais c'est maintenant le tour du papier d'être remplacé par l'écran. Les mots sont-ils porteurs de la même magie sur ce support électronique insaisissable? Que va devenir l'écriture, l'art le plus ancien après la peinture? À l'aube du 3e millénaire, l'écrit est stocké, modifié, trituré à volonté par l'ordinateur. Circulant d'un bout à l'autre de la planète grâce aux formidables instruments de diffusion que sont Internet et les réseaux, il trouve instantanément des lecteurs de toute culture et de toute tradition. Mais ces millions de textes qui ne sont plus des livres, ne sont-ils pas du même coup aseptisés, standardisés, banalisés? Alors, au terme de cette promenade dans la littérature du siècle, arrêtons-nous sur l'homme qui l'incarne dans tous ses raffinements. Jorge Luis Borges, né il y a 100 ans à Buenos Aires, a vécu au contact des livres depuis l'enfance. Il termine son parcours comme directeur de la Bibliothèque nationale argentine. Bien que presque aveugle, Borges est à l'aise dans ce temple du savoir. Une érudition fabuleuse et la connaissance des grandes langues européennes ont fait de lui